Et c'est effectivement de ça dont il s'agit dans l'actualité des idées aujourd'hui. Surveillance numérique. Pourquoi sommes-nous tous volontaires à être surveillés, tracés, fliqués? Directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de Foucault, il marche aussi sur ses deux pieds, punition et surveillance, et enseigne le droit et la philosophie politique à la prestigieuse Université Columbia de New York. L'auteur américain de L'illusion de l'ordre, précédemment, Bernard Harcourt, publie aujourd'hui au Seuil, la société d'exposition, critique de notre acceptation-résignation face à la captation massive de nos données personnelles. Désir et désobéissance à l'ère numérique, c'est le sous-titre de cet essai. Comment peut-on, en effet, organiser la résistance face à la surveillance technologique actuelle? Et alors que tout devient virtuel, la démocratie va-t-elle à son tour basculer? Bonjour Bernard Harcourt. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Après la société du spectacle de Debord, après la société de la surveillance de Foucault, celle du contrôle de Deleuze, nous serions, d'après vous, entrés dans la société d'exposition. Quelles sont ses caractéristiques de cette société ? Alors, ces caractéristiques, c'est une manière complètement différente de la circulation du pouvoir, en fait. Et je vous remercie d'avoir commencé avec la société du spectacle, la société panoptique, parce que, en fait, c'est une continuation, ce travail est une continuation en ce qui concerne une analyse de la manière dont le pouvoir circule dans la société. Et il faut comprendre que nous sommes dans un nouveau monde qui redistribue les nœuds de pouvoir, qui façonne notre subjectivité d'une manière ahurissante et nouvelle, et dont on ne s'aperçoit pas parce qu'on ne comprend pas vraiment les enjeux, parce qu'on pense qu'on s'amuse seulement avec nos Instagram, avec nos selfies, avec toute notre existence et tous nos plaisirs digitaux, numériques. On pense qu'on s'amuse simplement quand en fait on est en train de créer toute une nouvelle circulation d'informations, toute une nouvelle personne que nous sommes, notre personnalité numérique, qui ensuite se laisse piéger vraiment dans tout un système d'informations, de recommandations et de façonnement de notre subjectivité. Orwell, Kafka, Foucault l'avaient prédit, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et souvent aujourd'hui, de Big Brother au panoptique, tout était écrit. Vous vous dites, non pas tout quand même, c'est peut-être pire, en tout cas c'est autrement. Il faut nettoyer ces métaphores fictionnelles qu'on nous resserre et qu'on nous rebat à longueur de journée, qui ont été écrites à l'ère analogique, et ça c'est pas pareil, parce qu'aujourd'hui il y a autre chose qui se joue à l'ère numérique. Est-ce que vous arrivez à nous dire quel est ce petit plus ? C'est précisément ça, c'est que on utilise ces vieilles métaphores, elles étaient brillantes et importantes, et elles existent un peu encore, mais c'est des vieilles métaphores qui nous trompent, vraiment. Donc Orwell et tout le Big Brother de Orwell, fascinant, brillant, prescient, mais Orwell, ça fonctionnait à travers l'écrasement du désir. Ça fonctionnait en essayant d'arracher, de réduire, d'écraser tous nos désirs avec. Enfin, il y avait même, ils avaient même inventé la fin de l'orgasme dans 1984. Mais alors ici, par contre, tout fonctionne par les likes, par les aimes, par le nombre de personnes qui nous suivent, par le plaisir. Et donc, il y a une transformation complète de la manière dont on est impliqué dans cette nouvelle société d'exposition. Et si on ne comprend pas ça, on est foutu. Et c'est ça l'importance de repenser ces modèles et ces métaphores. Donc, bien sûr, il y a dans un sens un Big Brother qui peut nous surveiller aujourd'hui, que ce soit l'État chinois qui est en train de créer des social scores, que ce soit la NSA qui peut tout capter sur les Américains et les étrangers aussi, bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne à travers une logique, ça fonctionne d'une manière entièrement différente de Orwell. Et parce que ça fonctionne en nous séduisant, et donc
on se donne et on donne toutes nos informations tout le temps et on se rend invisible au commerce, au gouvernement, soi-même, et on le fait avec tous nos désirs, on le fait volontairement. Voilà. Et c'est ça, si on ne comprend pas ça, et cette différence qui est fondamentale, à la fois avec Orwell, mais aussi avec le modèle panoptique qui était brillant aussi, de Foucault, de Bentham, si on comprend qu'on n'est pas mis dans une cellule panoptique, on n'est pas coincé, c'est pas de la coercition comme ça, c'est plutôt, ça marche au désir, ça marche à notre volonté. C'est parce qu'on veut mettre quelque chose sur Facebook, c'est parce qu'on veut avoir sur nous à tout moment notre écran, notre mobile. On est sur notre mobile tout le temps et tout ce qu'on fait sur notre mobile, toutes les applications, tout, que ce soit Facebook, que ce soit l'application RATP, Location Finders, tout ça, à tout moment, on se donne volontairement et on se rend invisible, visible. Volontairement ou pas, parce que maintenant ces applications sont omniprésentes et pour beaucoup incontournables. Aujourd'hui, aller acheter un billet d'avion, par exemple, vous n'avez plus une agence Air France au coin de la rue ou un billet de train, une agence SNCF comme vous l'aviez avant dans les petites villes ou les grandes. Vous en passez par Internet si vous souhaitez acheter un billet, tout simplement. Et ça, on vous laisse de moins en moins le choix. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, pour ceux qui essayent de résister, c'est presque impossible aujourd'hui. On ne peut pas fonctionner vraiment comme un professionnel, comme un travailleur, comme un étudiant. On ne peut plus fonctionner sauf en s'exposant sur le numérique. Donc je veux dire, à Columbia, je veux dire, je ne pourrais pas travailler avec mes étudiants sans les plateformes numériques où il faut mettre les syllabus, il faut mettre les readings, il faut mettre tout. Je veux dire, on fonctionne entièrement. Même ceux qui résistent, c'est devenu impossible. Et vous-même, d'ailleurs, sur votre compte Twitter, vous vous êtes réjoui de la sortie, aujourd'hui même, de la version française de votre livre, La Société d'Exposition. Je suis séduit par cette société moi-même. Quelle place pour la libido et le désir? C'est ça qui est intéressant de comprendre. Parce que vous dites, en gros, cette société d'exposition dans laquelle on est entré, cette nouvelle ère, c'est une société de la servitude volontaire. Pourquoi est-ce qu'on donne autant de nous? Pourquoi est-ce qu'on trouverait presque plaisir ou désir à investir dans cette société? Mais vous savez, c'est séduisant, pourquoi est-ce que vous pensez que vous marchez dans la rue, prenez un métro, regardez, tout le monde est sur leur mobile maintenant. Autrefois, on lisait des livres, peut-être dans le métro, on regardait par la fenêtre, mais maintenant tout le monde. Pourquoi? Mais parce qu'il y a tellement de plaisir dans ces nouvelles plateformes, sur ces écrans. On peut se présenter les selfies et les selfie sticks. On pourrait écrire un livre sur les selfie sticks. Vous savez comment, pour se prendre en selfie un peu plus loin, pour avoir une meilleure image. La présentation de soi qu'on est en train de faire est tout à fait séduisante. Donc, et c'est des questions de dopamine, c'est des questions de satisfaction. Je veux dire, chaque fois qu'on est distrait, chaque fois qu'on essaye de travailler, chaque fois qu'on essaye d'écrire, et on est distrait pour une seconde, on regarde le email, on regarde le Facebook, on regarde Twitter. Pourquoi? Parce que on cherche un moment de plaisir, de gratification. On attend de bonnes nouvelles. On veut un email qui nous dit quelque chose de bien. Je veux dire, et quand on poste un Instagram, on veut que les gens aiment la photo, on regarde combien de personnes aiment la photo. Je veux dire, tout ça, c'est connecté au libido, mais c'est connecté à la présentation de soi et ce désir profond d'être aimé, d'être suivi, d'être populaire. Et maintenant, on peut faire ça d'une manière qu'on ne pouvait pas faire avant. La magnitude est incroyable aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez, Bernard Harcourt, la logique du doppelganger numérique? Alors, oui. Alors, deux choses. La première, c'est que avec tous nos traces numériques qu'on laisse partout,
que ce soit avec nos Google Searches ou bien nos achats en ligne, etc. Toutes ces traces, et GPS sur le téléphone, etc., toutes ces traces deviennent en fait une personne numérique, un autre numérique. C'est notre autre numérique, qui, on pourrait penser à ça comme un peu comme un hologramme de nous-mêmes. Mais c'est un hologramme qui est constitué par toutes nos traces numériques que nous avons laissées passer. Toutes nos social media, Facebook posts, Twitter, Instagram, toutes nos searches, tous nos achats. Et ça crée, en fait, notre double, un double numérique qui est en fait plus fiable, que notre soi analogique. En fait, notre soi analogique, on pense qu'on désire certaines choses, on a des imaginations de qui on est, notre analogique. Mais en réalité, ces traces numériques, il y a beaucoup moins d'imagination. On sait exactement toutes les choses que nous avons lues. Voilà, le moi numérique est peut-être plus fidèle aujourd'hui à ce que l'on est, parce que beaucoup moins fantasmé que le moi analogique, le moi réel. Exactement, c'est exactement toutes les choses qu'on a regardées sur l'ordinateur. Tous les films, tous les TV shows, tous les articles qu'on a lus. Et maintenant, avec la reconnaissance optique, etc., on peut voir non seulement ce qu'on a lu, mais où on a regardé sur l'écran, quelles phrases, quels paragraphes on focalise, quelles images nous intéressent, etc. Donc ça crée ce que j'appelle un doppelganger numérique. C'est notre sosie. C'est en fait c'est quelque chose de presque plus fiable de nous qui n'est pas notre analogique, qu'on ne peut pas simplement essayer d'imaginer différemment, mais qui est d'une certaine manière figé. C'est comme si c'est etched in stone, comme c'est vraiment dans la pierre. Okay? Alors ça, c'est une manière de penser à ce doppelganger numérique. Et puis la deuxième, c'est que une fois qu'on crée cet hologramme, ensuite on utilise une logique de doppelganger pour faire les recommandations. Donc toute la nouvelle logique qui circule dans cette société d'exposition, c'est une logique que j'appelle de doppelganger. C'est une logique d'essayer de trouver l'autre personne numérique qui est le plus proche d'une autre, pour ensuite utiliser cette autre personne numérique pour nous faire des recommandations, pour essayer de nous comprendre, pour savoir ce qu'on veut vouloir voir ensuite. Et cette rationalité est tout à fait nouvelle. Et elle est entièrement ancrée dans les algorithmes et dans cet espace numérique. C'est pas comme ça avant qu'on essayait de prédire les gens, de les catégoriser, de faire des prédictions de ce qu'ils allaient faire. On utilisait des modèles et des formes de rationalité entièrement différentes. Alors, par exemple, au début du XXe siècle, on utilisait ce qu'on appelle une rationalité actuarielle. On utilisait des catégories, des jugements de groupe pour essayer de trouver comment les gens allaient agir. On les mettait dans un groupe. Tout ça, bien sûr, on continue à utiliser cette logique aujourd'hui, cette logique actuarielle, mais c'était une logique complètement différente. Ensuite, au milieu du XXe siècle, on s'est mis à regarder moins à des groupes et des catégories et plus à des relations. C'était à cause des innovations statistiques, de la régression, de la capacité des ordinateurs de faire des analyses de régression. Donc on essayait de comprendre les relations. Donc il y avait des facteurs et chaque facteur avait leur propre quotient. On pouvait dire que quelqu'un allait agir d'une manière, il fallait regarder un peu A, B, C, D, de ces manières-là, etc. Bon, aujourd'hui, c'est complètement différent. Avec le big data et le data mining, et d'avoir la possibilité d'avoir ces données sur tout le monde, et
de tellement de données, de 4000 données sur chaque personne par exemple, on peut essayer de faire du matching. Et donc, la nouvelle logique, c'est cette logique que j'appelle doppelganger, c'est d'essayer de trouver la personne qui a vu les mêmes, qui a regardé les mêmes 20 Netflix films pour voir ce qu'ils vont voir comme numéro 21, parce que ça va être celui-là, bien sûr, que vous allez vouloir voir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui est fait, ou ce qui sera fait de toutes ces données. On l'a vu encore assez récemment à travers une enquête du New York Times, le Times Privacy Project, qui a eu accès aux fichiers d'une entreprise privée américaine, on n'en connaît pas le nom, qui a enregistré et stocké, comme beaucoup d'autres, les mouvements de dizaines de millions de personnes à partir de leur téléphone portable, une géolocalisation permanente, 50 milliards de données recueillies, plus de 12 millions d'Américains traqués sur quelques mois entre 2016 et 2017. Voilà ce que rapporte le New York Times et c'est impressionnant. On peut voir chacun de leurs faits et gestes. Ça, c'est une enquête parmi d'autres que vous relayez d'ailleurs, Bernard Harcourt, qui est assez angoissante quand on pense à toutes les traces que l'on peut laisser. Et on ne sait pas ce que dit la lanceuse d'alerte qui a donné ce fichier aux journalistes. On ne sait pas du tout au final, ce qui va être fait de ces données. Pourquoi est-ce qu'elles sont stockées ? Eh bien, elles sont stockées parce que elles sont des mines d'or. Ce sont des mines d'or qu'on donne gratuitement à toutes ces sociétés, et bien sûr au gouvernement. Et c'est ça, nous sommes dans une nouvelle économie politique du numérique où ces données-là représente ce que représentait l'or ou le pétrole autrefois. Avec ces données-là qu'on vend dans des systèmes de courtage pour des milliards de dollars, à travers des sociétés, des entreprises qui se font des milliards de dollars, on peut vendre ces données, on peut les connecter, on peut les mettre en liaison, et en les mettant en liaison, on peut tout savoir sur les individus, individuellement et en groupe. Donc on peut faire du ciblage des annonces, et c'est comme ça que ça marche maintenant, la publicité. C'est pas la publicité a tout un système, toute une économie politique de la publicité qui a changé complètement à cause du numérique. Donc, on peut cibler pour recommander certains produits. Donc, on peut tout savoir sur les individus. Les sociétés peuvent, de cette manière, en mettant ensemble toutes ces données, offrir des prix différents, changer les taux d'assurance, parce qu'on sait maintenant que c'est quelqu'un qui, par exemple, fume, ou quelqu'un qui se déplace beaucoup, quelqu'un qui utilise une moto, ou quelque chose. Bon, donc, on a toutes ces informations, et en même temps, bien sûr, c'est une mine d'or pour les services de renseignement. Voilà, l'usage, il peut être commercial, Exactement. vous l'avez évoqué, mais il peut aussi être politique, et ça évoque Exactement. l'affaire monumentale de Cambridge Analytica, dont on ne cesse d'apprendre encore de nouveaux éléments, ainsi ceux révélés par un documentaire diffusé l'été dernier en France par Netflix, The Great Hack, où l'ancienne cadre de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, confirmait de nouvelles suspicions, et on comprend à travers le témoignage de cette lanceuse d'alerte le scandale. Cambridge Analytica, ce sont des données personnelles de plus de 87 millions d'utilisateurs de Facebook qui ont été recueillis et exploités, l'influence que ces documents ont pu avoir sur des élections, pas simplement aux États-Unis, pas simplement en Grande-Bretagne, mais partout dans le monde. Retour sur un scandale. En étudiant 10 de vos likes sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Avec 100 likes étudiés, il vous connaît mieux que votre famille. Et avec 230 likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. Quand on sait le nombre de traces qu'on laisse tous les jours en allant sur Internet ou en jouant sur son téléphone, on comprend facilement que les ordinateurs sont capables de mieux nous connaître que nos proches.
C'est exactement cette méthode que Cambridge Analytica va appliquer pour tout savoir ou presque de l'électorat américain. C'est ce qu'a révélé en mars 2018 Christopher Wylie. En 2014, la firme fait elle aussi passer sur Facebook un test de personnalité à 300 000 personnes qui sont d'accord et même payées pour le faire. Là où tout dérape, c'est que la société en profite pour aspirer les profils des amis de ceux qui passent ce test, comme la plateforme le permet. Imaginez qu'un de vos proches sur Facebook réponde au questionnaire et vous voilà enregistré à votre insu dans la base de données de Cambridge Analytica. Voilà donc comment la société anglaise a récupéré 87 millions de profils. Voilà, monumentale affaire dont on ne cesse de parler aujourd'hui et dont on voit l'influence aussi aujourd'hui jusque sur notre vie citoyenne. C'est notre démocratie qui est menacée pour vous, Bernard Harcourt, aussi dans cette société d'exposition. Oui, non seulement notre propre subjectivité, notre corps, nos libidos, nos désirs, mais aussi notre démocratie. Exactement. Alors ce qui est tellement fascinant avec cette histoire de Cambridge Analytica, c'est la manière dont les logiques commerciales et les logiques gouvernementales deviennent une. C'est parce que, en fait, Cambridge Analytica est en train, et les gouvernements aussi, qui font du Cambridge Analytica eux-mêmes, donc c'est pas seulement des entreprises privées qui travaillent pour des partis qui influencent la politique, mais les gouvernements eux-mêmes utilisent cette même logique. Ils sont en train de fusionner, en fait, la société civile, fusionner les logiques commerciales avec les logiques gouvernementales. En d'autres mots, Cambridge Analytica est en train d'utiliser les mêmes techniques qui ont été développées par les GAFA, par Google, Amazon, etc. Toutes ces logiques de recommandation, c'est exactement ce que Cambridge Analytica est en train d'utiliser. Et c'est dans ce sens-là que, ce qui est absolument remarquable, c'est que il y a ce va-et-vient, cet aller, ce retour et ce fusionnement de logique commerciale pour déterminer qui nous sommes, nos likes, qui prédisent exactement beaucoup mieux que ce qu'on pourrait penser, nos prochains actes, nos prochains likes, nos désirs, nos sentiments, etc. D'utiliser tout ça, de nous envoyer des recommandations. Et donc Cambridge Analytica, c'est pas des produits commerciaux qui sont en train de nous envoyer, mais c'était plutôt c'est des annonces, c'est en fait de la propagande numérisée, etc. Et on voit ça aux États-Unis, par exemple. Dans les dernières années de l'administration Obama, ils ont commencé un centre, le Center for Global Engagement, qui faisait exactement ça, qui essayait d'identifier les individus qui étaient vulnérables à l'extrémisme et en utilisant les techniques de Google, de Facebook, de trouver du contenu de tiers parties, de faire que les tiers parties apprennent à ce que leur contenu soit encore plus désirable. Il faut ajouter une image, il faut ajouter une vidéo. Enfin, c'était Facebook qui donnait les recommandations aux tiers personnes pour comment rendre leur matériel plus intéressant. Et ensuite, de cibler ça sur certains individus. Et ensuite d'utiliser toutes les méthodes commerciales pour voir s'ils ont cliqué, s'ils ont lu, s'ils ont regardé, etc. Donc on voit un fusionnement de société, d'économie et de politique. Mais ça on sent que c'est ce qui vous inquiète. C'est aussi une thèse qui avait été en partie soulignée par Shoshana Zuboff, qui a écrit L'ère du capitalisme de surveillance. C'est d'ailleurs un des livres recommandés par l'ancien président Barack Obama dans sa liste de recommandations annuelles cette année sur la captation de nos données et la manière dont elles sont utilisées pour influencer et modifier nos comportements de consommateurs, mais aussi de citoyens, et notamment à distance. Vous soulignez ce deuxième aspect qui vous semble essentiel dans cette nouvelle société d'exposition dans laquelle nous serions entrés, c'est l'abolition des frontières entre le gouverner, l'échanger et le vivre, entre l'État, l'économie et la vie privée. C'est cette transgression qui est aujourd'hui accomplie entre le public et le privé. L'économie numérique a aboli ces frontières-là. C'est ça. Parce que, par exemple, on voit
On voit les grandes sociétés comme Facebook, par exemple, Google, etc., qui sont en train maintenant de faire qui sont en train de faire de la politique, vraiment. C'est de la politique sur le contenu politique qui peut passer, qui ne peut pas passer, les questions de free speech et de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire, des transformations, de la propagande invisible, etc. Mais tout ça, donc, c'est les social media qui commencent à faire de la politique, les gouvernements qui font du commerce en vendant des data et en participant à toute cette création de métadonnées. Et donc, on voit les frontières se briser entièrement. Bernard Harcourt, il faut maintenant aussi voir comment on va pouvoir résister à tout ça. Parce que c'est vrai que souvent, on regarde les Chinois, la société, le modèle chinois qui se met en place de surveillance. On parle de Big Brother, de la reconnaissance faciale qui est aujourd'hui omniprésente, qu'on aille faire ses courses jusque dans les toilettes publiques. Et on les plaint, ces Chinois, de ce contrôle social qui est en train d'être mis en place par l'État. Mais finalement, ce que vous nous dites, c'est que de notre côté, on accepte à peu près les mêmes choses qu'eux. On se laisse surveiller et fliquer de la même manière que les Chinois sans réagir. Aujourd'hui, en France, il y a la reconnaissance faciale jusqu'ici interdite qui est en train de commencer à faire son entrée. Elle a notamment été testée, expérimentée dans la ville de Nice. Pouvoir retrouver un enfant perdu à partir d'une photo et en quelques minutes seulement. Saturne, la petite fille a été localisée. C'est l'une des fonctions de ce logiciel de reconnaissance faciale testé aujourd'hui et demain au carnaval de Nice. Au total, 1000 volontaires vont se fondre dans la foule. Parmi eux, le système recherchera des faux suspects ou encore des faux enfants égarés. Une innovation qui fonctionne avec des caméras de surveillance déjà existantes. Et le maire de Nice l'assure, ce système préserve les libertés individuelles. Tous ceux qui ne sont pas concernés ne peuvent à aucun moment être identifiés comme étant une personne exposée à une atteinte à sa vie privée. Les résultats de l'expérience seront adressés sous la forme d'un rapport aux parlementaires, au gouvernement et à la CNIL. Voilà, la France va-t-elle à son tour ouvrir la boîte de Pandore, la reconnaissance faciale qui est pour l'instant plutôt interdite? Dans une interview récente au Parisien, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a ouvert une brèche en se disant favorable à une phase d'expérimentation de la reconnaissance faciale en temps réel sur des images de vidéosurveillance, comme ça a été expérimenté là dans la ville de Nice, phrase qui, à la française, devait être, ou phase qui devrait être suivie d'un débat, comme on le fait souvent chez nous en France, pour se protéger de ce type de nouveautés, Bernard Harcourt. Néanmoins, on entend aussi dans cet extrait l'argument qui est souvent mis en avant pour expliquer notre consentement à cette technologie, c'est celui de la sécurité publique. Est-ce qu'il explique aussi, de manière importante pour vous, cette tolérance ? Oui, comment est-ce qu'on pourrait être contre quand même? Ce sont des enfants manquants, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourrait être contre ça quand même? La rationalité sécuritaire, la rationalité de la sécurité, c'est précisément ce que ce qui nous piège. Et c'est ce qui nous enfonce dans ce monde où on est devenu de plus en plus transparent. Et bien sûr, il y a des nécessités sécuritaires et il y a des bénéfices sécuritaires, mais il faut bien comprendre que cette production d'un monde qui devient transparent de cette manière, transparent de tous nos moindres désirs, de tous nos moindres clics, eh bien, il y aura des dérives. Et c'est là exactement où il faut travailler. Nous sommes, je dirais, dans une dérive entière, où toute cette information est recueillie non seulement pour de bonnes raisons, que ce soit d'essayer de retrouver un enfant, un missing child, mais pour tout savoir sur nous, pour ensuite nous transformer et nous surveiller de toutes les manières. La différence avec la Chine, c'est que dans la Chine, il y a une plus grande centralisation de tout cet appareil sécuritaire et de tout cet appareil numérique. Dans un pays comme les États-Unis, bien sûr, la NSA représente une centralisation et la NSA a un pouvoir aussi
énorme que les services chinois, bien sûr, mais en plus, c'est toutes des autres sociétés, des autres organisations qui captent toute cette information et qui l'utilisent pour ensuite nous façonner et pour nous surveiller de la même manière. Mais alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que là, en Chine, il y a eu une affaire. Un professeur qui s'est présenté à l'entrée d'un parc animalier dans la région de Hangzhou et qui a refusé qu'on scanne son visage, et du coup, le safari park n'a pas laissé rentrer. C'est une première en Chine qu'un professeur comme lui porte plainte contre un parc public comme celui-ci, et certains en espèrent un sursaut. Autre sursaut, et il a lieu justement aux États-Unis, dans la Silicon Valley, avec des villes comme San Francisco, qui ont récemment décidé d'interdire, sous la pression citoyenne, l'utilisation de la reconnaissance faciale. Est-ce que là, vous sentez aussi qu'on est dans un moment dans nos sociétés où on commence à prendre conscience de tout ce que vous dénoncez, et qu'il y a le début d'une révolte, d'une désobéissance qui est en train de se mettre en place, d'une reprise en main de nos données personnelles? Bernard Harcourt. J'aimerais y croire. Vous savez, ce qui est assez remarquable, c'est qu'avec les révélations de Snowden, qui étaient en 2013 quand même, juin 2013, il y a 7 ans de ça, il n'y a eu aucune transformation, aucun règlement de compte sur tous ces programmes de la NSA. Il y avait un petit programme qui a été touché, Section 215, mais même pas touché, je veux dire, il était néolibéralisé, donc pour que AT&T garde les données plutôt que la NSA et qu'on leur paye pour faire ça. Mais tous les autres programmes, il n'y a rien, on n'y a pas touché. Donc, j'aimerais croire qu'on commence à se réveiller et qu'il commence à y avoir des résistances. Mais ce que vous voyez pour l'instant, c'est qu'on met encore au banc les lanceurs d'alerte au lieu de changer les pratiques. Exactement. Et le problème fondamental, il me semble, c'est qu'on n'a pas compris que tout ça, ça marche au désir. C'est ça qu'on n'a pas compris. Parce que tous ces efforts de mettre des restrictions sur les images, sur le facial recognition, ça ne va pas marcher tant qu'on ne comprend pas que les gens veulent se présenter et que c'est du plaisir de mettre un selfie sur Instagram. Et une fois qu'on l'aura compris, il faudra inventer des nouveaux programmes, des nouvelles plateformes et des nouveaux moyens de nous protéger, de protéger nos subjectivités. Merci beaucoup à vous, Bernard Harcourt, d'être passé autour de cette grande table. La Société d'exposition Désir et désobéissance à l'ère numérique. Votre nouvel essai vient de paraître dans la collection de la couleur des idées au Seuil. Merci à toute l'équipe de la grande table, à Jean-Christophe Brianchon et Oriane Delacroix pour leur programmation, à Henri Leblanc avec Mathilde Tonfourcade pour la préparation et la coordination de cette émission, à Sophie Marty et à François Bréhus pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Jean Frédéric. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture, bien sûr.